Manuel Verlange, bonjour, bienvenue sur notre antenne. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, invitation un peu particulière, hein, due aux circonstances. On ne va pas s'étendre, on en parle assez souvent dans les médias internationaux. Alors Manuel, je ne sais pas comment vous présenter. Êtes-vous français? Êtes-vous belge? Êtes-vous belgo-français? Êtes-vous un un soldat oublié par Napoléon dans nos vertes vallées, dans cette Belgique profonde, humidifiée aujourd'hui, on vient de l'entendre à la météo. Eh bien, tout d'abord, bonjour Philippe de Rimaker et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, en ce qui concerne effectivement mon appartenance, eh bien, je suis de nationalité française, mais malgré le fait que j'habite à Bouzeval, je ne suis pas un soldat égaré de Napoléon. Par contre, je vis en Belgique même depuis maintenant de nombreuses années, ce qui fait que le traitement commence à porter ses fruits. Donc, ça va déjà beaucoup mieux. J'y ai trouvé ma femme, et j'y ai fait des enfants et quelques livres. Voilà pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. Plaisir de vous rencontrer. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes d'abord enseignant en langue française, donc il va falloir faire attention à nos propos, à bien usiter cette langue si belle qui est la nôtre de cette partie-ci de la Belgique, cette langue française un peu personnalisée aussi par nos accents. Alors, Manuel Verlange, professeur, et alors j'ai découvert que vous aviez enseigné à Tokyo. C'est amusant puisque nos destins se croisent. J'avais effleuré Tokyo par ma profession également. Enseignant en langue française, cela décrit évidemment votre personnalité, mais pas que, le droit également. Alors la langue française et le droit se côtoient, bien entendu, c'est normal, mais qui prend le dessus ou quoi prend le dessus? Le droit reste une formation utile, mais qui a toujours été en retrait. La langue, le français a toujours été prépondérant, que ce soit dans l'enseignement ou bien vraiment dans la vie quotidienne, à commencer par l'écriture. Mais dans l'enseignement, il y a la passion de rencontrer les gens, la passion de la langue et la passion de cette richesse que l'on nous donne, qui est celle d'une langue riche, d'une langue qui est absolument magnifique et trop souvent bâtardisée ou bien griffée par des incorrections. C'est un peu dommage, mais je veux dire, la langue, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours, tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de vouloir et de pouvoir se donner les moyens d'évoluer de plus en plus dans cette langue qui est en perpétuel mouvement. D'accord, enseignant, on est bien, c'est important évidemment de passer le savoir aux générations qui suivent ou parfois aux générations anciennes qui se relancent dans l'étude. Mais entre l'enseignant et l'écrivain, il y a malgré tout une marge parce que il est utile d'enseigner certes, mais de là à pondre un livre, c'est tout de même un chemin bien différent. Oui, il y a une interaction permanente, en fait. J'ai commencé par avoir une mère totalement formidable qui était entourée de livres dans lesquels il y avait des notes et qui avait toujours voulu être, en fait, enseignante, ce qui n'avait pas pu se faire. Et elle a quelque part effectué un transfert à la fois amoureux et formidable en me donnant cette langue, en me donnant cet espoir qu'elle avait de pouvoir enseigner, mais également d'écrire. Elle a fait les deux, enfin, elle n'a pas fait les deux, elle écrivait énormément de notes, de carnets, elle écrivait dans les livres, elle écrivait tout le temps. Et j'ai attrapé ça au vol, finalement, pour petit à petit grandir avec sans m'en rendre totalement compte au départ, mais c'était une peau qui était autour de moi à la fois vivante et ne demandant qu'à être en mouvement, qu'à être active, qu'à créer. Alors, une mère écrivain, mais écrivaine, on ne sait plus comment le prononcer, certains n'aiment pas cette prononciation vaine, hein, mais il fait partie de la langue française aujourd'hui, alors on va l'utiliser malgré tout. Une mère écrivain et qui de temps en temps, perdait la notion du temps. Vous avez hérité de cette distraction ou pas? Ah, mais je suis dans cette distraction permanente. Et votre épouse, comment le vit-elle?
Eh bien, écoutez, comme j'ai un caractère absolument impossible, j'essaye de compenser en les faisant rire chaque jour, ce que je fais. Mais par contre, il y a des fois où on rit moins, où cette distraction, ou ce peut-être un peu de mauvais caractère dû à quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou que je ne trouve pas, je dois dire qu'elle est absolument formidable. C'est quelqu'un qui a une générosité, une capacité à me soutenir et à me supporter que je trouve personnellement formidable. Moi, je n'y arriverai pas. Eh bien, on la salue pour tout cela. Et puis, approchons maintenant votre œuvre, votre littérature. J'étais relativement surpris, parce que j'avoue que je n'y attendais pas en découvrant votre CV, c'est que non seulement vous êtes écrivain de livres, écrivain comme on l'entend habituellement, mais vous touchez également au dialogue. Vous êtes scénariste ou co-scénariste. En général, de plus en plus, on est co-scénariste aujourd'hui, et vous écrivez, entre autres, pour la télévision. Vous avez écrit un scénario, une adaptation, Elle dépend des jours. Et ensuite, aujourd'hui, se prépare Pauvre de nous. Alors, j'aime ces titres parce que ces titres laissent sous-entendre plein de choses. Alors, on se dirige vers quoi? Vers le polar ou bien vers des dialogues de vie? Les Non, deux. oui, vous le dites très bien. Non, ce sont vraiment des dialogues de vie. Voilà, de l'instantané sur les choses qui passent effectivement pour tenter de les retenir et d'y réfléchir. Ce sont des dialogues de vie. Je ne dirais pas mieux. Alors, dialogue de vie, ça veut dire que vous puisez également dans votre environnement, dans ce que vous vivez. Est-ce que Bouzeval est, disons, le lieu qui vous sert de décantation? Le terme est mal choisi. Le Bouzeval, j'habite dans un clos un peu quelque part au milieu de nulle part. Et dans ce clos, autour de moi, il y a à peu près une quinzaine de nationalités. Donc, c'est déjà un voyage permanent. Rien que d'aller à la boîte aux lettres et de croiser un voisin pour échanger quelques mots, on est déjà dans un autre univers. Donc, le voyage est permanent. Alors là, la décantation, oui, elle se fait ici principalement, mais elle est le fruit d'une marmite toujours présente et bouillonnante de tout ce que je peux traverser, voir, observer, retenir, parfois en le sachant et parfois en ne m'en rendant pas compte, et ça ressort d'une autre manière. Mais oui, la résonance autour fait que les oreilles sont là, les yeux sont là, et la chimie fonctionne en passant dans l'alambic. Oui, mais vous êtes natif de France, vous avez une grand-mère italienne, vous avez une maman qui écrit et qui rédige énormément et qui se noie, entre guillemets, dans sa distraction. Est-ce que cela fait une sorte de checker qui va former votre personnalité d'écrivain? Alors, écoutez, je rectifie un point. La grand-mère italienne, elle est uniquement dans le livre Demain n'est pas certain. Ma grand-mère était bretonne, donc c'était les galettes de sarrasin, c'était pas vraiment les pâtes. Et alors, elle était vraiment très, très bretonne, hein. Il y avait du granit là-dedans et une mer déchaînée. Donc, elle n'était pas italienne du tout. Par contre, pour ma mère, oui, ma mère était quelqu'un qui rêvait d'enseignement, qui rêvait d'écriture et qui savait transmettre. Elle m'a appris à lire et à écrire avant que je ne rentre à l'école maternelle. L'institutrice a eu quelques mots désagréables au départ en croyant que ma mère allait lui piquer son job. Bretonne signifie femme de caractère, on le dit généralement. Sarrazin, c'est quelque part une vision sur le passé ou sur l'avenir. Je fais évidemment allusion aux visiteurs, excusez-moi, c'est un jeu de mots. On va peut-être venir maintenant à vos écrits, à vos romans, et on va commencer par le dernier. Le dernier, 2021, en mai, c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore né, il est en préparation. L'abandon du ciel, de quoi parle-t-on? L'abandon du ciel, ça me permet, ça paraît un peu triste au départ.
Alors, écoutez, d'abord, il est très, très avancé, il est même terminé. J'en suis maintenant à la phase de correction, je l'ai laissé s'affiner, je peaufine, je suis très rigoureux sur ces questions-là. Donc, il en est vraiment en phase terminale de naissance, si je peux utiliser ces deux images assez contradictoires. L'abandon du ciel déjà commence en fait sur le questionnement et le jeu de mots qui existent dans le titre. C'est-à-dire que dans l'abandon du ciel, c'est peut-être le ciel qui nous a abandonnés ou c'est peut-être nous qui avons abandonné le ciel. On le verra ensemble. Maintenant, il est construit comme les autres, c'est-à-dire que je tiens toujours à ce qu'il y ait une ligne avec une histoire qui amène le lecteur à avoir cette envie de tourner la page et de continuer, tout en traitant des sujets qui sont graves, mais de manière décalée et avec un humour d'antidépresseur, un humour qui est à la fois drôle parce que reposant sur des questions ou profondes ou tragiques. Voilà, donc en fait, il y a ici une rencontre avec le personnage de Dieu, qui, après une longue éternité d'attente, il avait autre chose à faire, il faut dire que c'est assez épuisant de créer le monde, donc il avait quand même besoin de prendre un peu de recul et de se reposer. On parle de la pénibilité du travail, lui en a été le premier connaisseur. Et donc il revient, mais ce qu'il découvre le perturbe profondément. La relation entre les hommes, les religions, le monde tel qu'il va, ses aspirations, ce qu'il pensait vouloir faire, pouvoir faire de son œuvre, ce sont des questions. Il arrive dans un cabinet dirigé par un avocat qui habite au 6e étage et qui n'a qu'une secrétaire, qui s'occupe de divorce et de vol à la tire, et va se lancer toute une histoire à propos de ça, qui va toucher absolument toutes les parties les plus sensibles, les plus profondes de l'être, avec un questionnement. Ce livre est un questionnement. C'est aussi, je tiens à dire deux choses importantes, c'est aussi une farce. Donc, ça veut dire que c'est drôle et que ce n'est absolument jamais quelque chose qui est une offense à des gens dont je respecte la ou les foi, même si moi je ne participe pas à cela, cela je le respecte. Mais c'est un regard sur l'ensemble qui tient simplement à ce retour. Voilà, Dieu arrive et il regarde. Alors il est profondément perturbé. J'adore votre approche et elle reflète malgré tout oui, une difficulté d'approcher le bien pensé, le respect des autres, c'est important, mais cette société aujourd'hui apporte malgré tout des difficultés, des sortes de censure de langage. On ne va pas rentrer dans le propos parce que on est parti pour 8 jours de discussion qui ne finiraient même pas à une conclusion. Alors, vous parlez d'humour, justement. On prétend que l'humour est un art compliqué, beaucoup plus compliqué que la romance classique ou le roman d'amour et le roman dit tragique. Et est-ce que, en ce qui vous concerne, c'est une jonglerie qui demande une attention particulière? C'est un état. C'est un état pour lequel je ne me suis jamais vraiment profondément posé la question. Je crois que j'ai toujours eu ce mélange de gravité et de drôlerie. Je ne le fais pas exprès, c'est comme ça. Il n'y a pas de recette par rapport à ça. J'ai toujours été comme ça, mais dans l'écriture, ça prend une sensibilité plus marquée parce qu'il est évident que d'abord, il faut faire attention de ce avec quoi on rit, de qui avec qui on rit, des proches avaient parlé de ça, et je pense que le rire de tarte à la crème ou de la chute dans l'escalier de certaines comédies m'intéresse assez peu. Par contre, le rire qui est une sorte de balance à la gravité est profondément intéressant et c'est un axe de vie. Voilà. Mais le rire ne nous sauve pas quelquefois
de cette douleur que l'on retrouve dans les vaudevilles. Le théâtre vaudeville, on voit souvent des situations qui, en soi, lorsque l'on creuse un peu, sont tragiques. Hein. Le mari trompé, la femme qui court dans tous les sens et que l'on sent malgré tout désespérée. Oui, on rigole, mais est-ce que ce n'est pas quelque part un rire guérisseur? Si, tout à fait, tout à fait. Il y a une gravité énorme dans le rire. Il y a une matière qui est absolument insondable. Et le rire est la dernière la dernière passerelle avant le vide. Hein. C'est parce que on se rend compte que nous marchons sur un fil, et encore on le fait assez maladroitement, effectivement que sur ce fil, à chaque pas, si on ne rit pas, alors c'est terrible. C'est absolument terrible. Alors le rire, d'accord, mais si j'ose rapporter le sujet vers ma petite personne, lorsque je raconte une blague qui me semble très, très drôle à mes enfants, ils me regardent la bouche figée en se demandant pourquoi et ce qui me fait rire. Alors, quand on écrit l'humour, comment peut-on tester que cet humour fonctionne? Parce que le rire est propre. On peut faire rire ou on peut simplement tomber à plat. Comment ça fonctionne exactement? Vous testez sur votre entourage? Non, non, je ne fais pas de test. Enfin bon, je vous ai dit que je faisais rire à ma femme tous les jours, mais disons qu'elle commence à comprendre mes codes de rire, donc on rigole bien ensemble. C'est aussi une rencontre, bien évidemment. Mais je veux dire, non, je pense que le rire, il doit partir d'une réelle préoccupation, d'une part, et deuxièmement, d'une sincérité. Si vous cherchez à faire rire, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, je ne crois pas que ça va marcher. Simplement, il faut que ce rire soit préalable au propos, soit intégré dans le propos lui-même et fasse partie d'un ensemble, mais que ce soit de la sincérité. À partir de ce moment-là, vous ferez rire un certain nombre de personnes et puis vous ne ferez pas rire d'autres personnes. Peut-être même pourriez-vous choquer. Ça, c'est à vous de faire très attention à cela, mais ça ne doit pas être dirigé, ça ne doit pas être fabriqué au départ avec un but recherché. Il doit venir il doit venir en fonction de la ligne du récit et de ce que vous considérez comme être honnête. Voilà. Si on est honnête et sincère, eh bien, vous ferez rire un certain nombre de personnes et puis vous ne ferez pas rire les autres. Personnellement, je reste un inconditionnel de Coluche qui m'a fait rire et qui me fait toujours rire et qui est d'ailleurs repris par un certain nombre de personnes et d'humoristes. D'abord, Coluche n'a pas fait rire tout le monde, loin de là. Deuxièmement, tout dans Coluche ne me fait pas rire, mais la présence est là. C'est pareil pour des proches, c'est pareil pour les grands. Celui qui vraiment cherche à faire rire tout le monde, généralement, c'est pas très bon, donc c'est un petit peu décevant. Coluche, oui, qui racontait, c'est un Belge. Coluche, effectivement, ne faisait pas rire tout le monde, mais il disait souvent, ce qui fonctionne, c'est que je caricature monsieur tout, et madame tout le monde. Je ne fais qu'exprimer la pensée profonde du français moyen. C'est ce qu'il affirmait, ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes, bien entendu. Alors, je quitte un peu la littérature pour y revenir, bien sûr, mais dans votre CV, je vois que vous avez enseigné à l'UCL Louvain-la-Neuve, l'UCL, Université catholique de Louvain. Alors, l'UCL, c'est-à-dire Louvain-la-Neuve ou oui, évidemment, Louvain-la-Neuve, je viens de le dire. Oui, ici, c'était dans le cadre d'un programme très, très spécifique de FLE, donc français langue étrangère. Et en fait, c'était dans l'unité d'architecture qui avait mis en place une structure d'enseignement de la langue française pour les doctorants qui venaient principalement d'Amérique du Sud et également d'Afrique pour étudier plusieurs années à Louvain-la-Neuve. Et pour être sûr qu'ils pouvaient suivre et parfaitement bien maîtriser le cursus qui allait être la matière quotidienne, eh bien moi, j'ai créé un programme pour les aider à maîtriser mieux, comprendre mieux la langue française pour ne pas avoir ajouté une difficulté à la difficulté déjà, aux difficultés déjà, pardon, de la matière qu'ils étudiaient. Donc, c'est assez simple.
C'est assez simple, mais ce n'est pas rien. On ne parle pas à n'importe qui. C'est, je vous salue pour ça, parce qu'il faut malgré tout une certaine approche de la langue et une humilité également de pouvoir professorer, pardon, euh, à, à la population. Moi, j'adore ça. Alors, Oui, on ce va. qu'il y avait de formidable, pour dire, enfin, c'était vraiment extrêmement intéressant, mais ce qu'il y avait de formidable, c'est que, c'est un autre contexte, puisque c'était des adultes, et deux, ils étaient profondément désireux d'avancer dans cette matière. Donc, on avait mis de côté tous les freins, toutes les contraintes, tout ce qui peut être pénible parfois dans l'enseignement et qui ne tient pas à la matière elle-même. Là, on pouvait se concentrer uniquement sur la matière parce que non seulement ils étaient très réceptifs, mais ils le demandaient vraiment. Et ça, il n'y a rien de plus beau comme partage, il n'y a rien de plus constructif que ce type d'approche. Évidemment, ça, c'est du pain béni. Oui, en plus, vous n'avez pas les chahuteurs ou ceux qui font la sieste au milieu de l'auditoire, donc ça Il y facilite en a un. qui dormaient, mais ils dormaient sympathiquement et c'était tout à fait agréable. Un ronflement léger dans le fond de la pièce nous permettait de travailler dans une certaine sérénité. Ceci dit, si vous aviez enseigné au Japon, je me souviens de certaines conférences ou de certaines réunions où nos confrères japonais dormaient ou semblaient dormir, mais ils restaient hyper concentrés. Alors, il suffisait pas de dire une bêtise parce qu'ils se réveillaient en disant qu'est-ce que vous dites là? Oui, oui. C'était On assez voit ça souvent au Sénat et à l'Assemblée nationale, mais nous sommes très critiques. Mais non, ces gens sont très vifs. tout à fait. Vous avez également été édité chez Encre Rouge, André Israël, qui est le patron d'Encre Rouge. Alors, La haine a de beaux jours devant elle. Ça, c'est tout un programme, rien que le titre est un roman en soi. Oui, c'est le deuxième, celui-là qui a été publié par André Israël, que je remercie ici parce Oui, il y a que Pauvre de euh, nous. il y a Pauvre de nous, qui est le premier, qui lui fait l'objet maintenant de l'adaptation cinématographique et du long métrage qui se met en place. Mais donc, et qui est le premier contact que j'ai eu avec André Israël, effectivement, je m'en souviens, à 6 heures du matin, cet homme est très matinal. Je ne sais pas s'il dort. Mais je ne sais pas quand il dort. Oui. Enfin, ça doit bien lui arriver une fois de temps en temps, je suppose, enfin, je l'espère pour lui. Hein. Je lui avais posé la question un jour s'il n'était pas le descendant d'un héron. Vous voyez ces oiseaux qui dorment sur une patte et qui sont vifs à la moindre occasion. Pardon, je transgresse un peu de notre discussion, mon Dieu, mais on le salue, hein, on le salue. Donc, nous Absolument. parlions du second livre. On va revenir à Pauvre de nous après, si vous le voulez bien, mais on va parler de La haine a de beaux jours devant elle. Effectivement, ce titre, moi, m'interpelle et j'aime beaucoup ce titre parce qu'il semble révélateur, en fait. Ce livre est un glissement vers un racisme ordinaire qui devient de plus en plus environnant et avec une certaine libération de la parole. C'est toujours bien la libération de la parole. Le problème, c'est que ça libère toutes les paroles. Alors, il faut quelque part l'accepter. Et là, ce livre raconte l'histoire de gens tout à fait bien sous tout rapport, qui cherchent à mener une existence à la fois paisible, agréable, constructive, et qui vont se retrouver glissant doucement, pour l'un des deux dans le couple en tout cas, glissant doucement vers ce racisme ordinaire qui fait que petit à petit, insidieusement, les valeurs commencent à prendre une autre couleur, si je puis m'exprimer ainsi, et deviennent quelque peu une ébauche d'une autre normalité. Tout d'un coup, c'est plus tout à fait un problème de faire une distinction parce que le facteur est clair ou moins clair, je parle de la couleur de sa peau, parce que vous avez par exemple le belge, mais alors vous avez une nouvelle dans la formulation, vous avez le belge, et puis alors vous avez le belge d'origine. Et puis alors dans le belge d'origine, vous avez des origines, ce qui fait que maintenant, je ne sais pas si, et ça c'est valable pour absolument le monde entier, je ne sais pas si tout le monde est vraiment sur un pied d'égalité, en tout cas civil, parce que j'entends trop souvent, et derrière, il y a
une signification, il y a un sens à tout ça. Hein. Il est belge d'origine marocaine. Il est belge d'origine, je n'ai pas encore entendu vraiment que l'on dit il est belge d'origine britannique, ou il est belge d'origine luxembourgeoise, ou il est belge d'origine allemande. On le dit, voilà, il est belge d'origine africaine, il est belge. Bon, ça prend une certaine. Donc, ça prend une certaine musique qui commence à glisser dans l'habitude, et je pense que la haine a de beaux jours devant elle. Il faut lutter contre ces habitudes. Oui, je vous rejoins tout à fait et parfois on est déstabilisé par également un regard qui veut défendre le racisme et qui l'enfonce un peu. J'en veux pour expérience, ce week-end, il y avait une petite fille noire qui était devant moi, qui avait une jolie coiffure, et puis en m'approchant, je m'aperçois que ses cheveux ne sont pas naturels, c'est-à-dire qu'elle avait fait des rastas, et je l'ignorais, c'est que le bout des rastas, c'était de la laine. Et je lui ai simplement posé la question en disant, oui, tiens, ce ne sont pas tes cheveux naturels, j'ignorais que c'était de la laine. Elle a très bien pris, elle a rigolé en disant non, non, elle m'expliquait toute sa coiffure. Et une personne qui était à côté de nous, lorsque cette petite fille s'est éloignée, a dit, mais enfin, ta question est purement raciste. Et j'en ai été choqué parce que ma question était d'intérêt simplement. Donc, quelque part, on pourrait se poser la question si le langage ou la curiosité ne serait pas pris en otage d'un certain mode de pensée. Ce qui n'empêche pas que je vous rejoins tout à fait dans vos propos. Vous avez entièrement raison. On ne dit pas à un Belge d'origine britannique. Mais vous avez tout à fait raison en disant ça, et de plus en plus, on avance sur un terrain miné, ou même une phrase comme celle que vous avez prononcée ce week-end, qui est une phrase simplement d'intérêt, de curiosité vis-à-vis de l'autre, peut être mal interprétée parce que tout est sujet à une certaine forme d'interprétation dans un sens ou dans l'autre. Et la réalité de la rencontre, la réalité du regard maintenant est minée et est souillée, abîmée par ce contexte-là qui fait qu'on n'ose plus maintenant. Alors, on parle de race, mais on peut parler d'orientation sexuelle, comme on peut parler d'autres choses. On a un énorme problème avec la tolérance, avec l'intolérance, et c'est vraiment un sujet qui me travaille très, très profondément, mais pas seulement sur le regard que je porte aux autres, sur le regard que j'ai moi-même par rapport à toutes ces questions. On, on revient en discussion avec Manuel Verlange. Manuel Verlange est un écrivain prolixe, hein, qui écrit pas mal de romans, mais pas que. Il est également scénariste et j'ai envie de lui poser une question très simple. Est scénariste pour le cinéma? Oui, mais qu'en est-il pour le théâtre? Eh bien, c'est une excellente question. Je ne veux pas vous dire que je vous remercie de me l'avoir posée, mais effectivement, ça m'attire énormément. Mais pour le moment, je n'ai eu aucune approche. J'aimerais pouvoir adapter un texte et le partager sur une scène avec des acteurs ou bien. Oui, mais voilà, dans le mouvement actuel qui est tellement intense et prenant, je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de cette question-là et je le regrette, mais on va rattraper ça, d'autant plus que le réalisateur du film Pauvre de nous, qui en principe devrait sortir en 2022, enfin là on est dans l'expectative parce que le contexte est difficile. Donc le réalisateur Hervé Yoll est un acteur à l'origine et également un metteur en scène de théâtre. Il a une pièce actuellement à Versailles que nous essayons désespérément de voir et qui est reportée de confinement en confinement. Donc voilà, j'en ai parlé avec lui, ce serait quelque chose d'assez formidable, mais pour le moment, ça reste sur la pile des projets, mais c'est très prenant, très prenant. Écoutez, alors justement, parlons de Pauvre de nous. Pauvre de nous, on l'a effleuré par le titre, mais on va peut-être un peu approfondir. Pauvre de nous, édition Encre Rouge, qui est paru en 2019, c'est relativement récent. Bien que aujourd'hui en littérature, on sort un bouquin et puis ça va vite, hein.
Oui, c'est en littérature, dans le cinéma, dans la télévision. On est à l'époque des microprocesseurs ultra rapides. Alors, l'art en fait partie et ça part aussi vite que c'est arrivé. Parfois même, ça part avant même d'être arrivé. Donc, voilà. Donc, Pauvre de nous a été écrit en août. Donc, alors que le mouvement des Gilets jaunes est apparu vers septembre-octobre. Il n'est pas lié à cela, mais il participait d'une certaine préoccupation que l'on voit maintenant enfler parce que le confinement et parce que le problème de cette pandémie crée un contexte économique qui est extrêmement difficile pour beaucoup de gens et qui ne risque pas de l'être moins dans les mois qui vont suivre. Je ne suis pas obligé d'être tout le temps optimiste. Pauvre de nous, c'est un regard par rapport à cette précarité qui monte et qui monte déjà depuis un bon bout de temps, avant le Covid. Et d'ailleurs, on parlait d'un personnage fascinant qui est celui de Coluche. Coluche a, comme tout le monde le sait, lancé les Restaurants du Cœur il y a maintenant plus d'une trentaine d'années, je pense. Ça devait être totalement provisoire. Résultat, les files ne cessent de s'allonger à l'entrée des Restaurants du Cœur et les populations qui y ont recours sont des populations qui, il y a quelques années, n'auraient même pas imaginé que ça pouvait leur arriver. C'est une véritable question qui est une question qui ouvre donc l'écran du monde en disant est-ce que vraiment les systèmes que nous avons sont dans la bonne voie, c'est-à-dire la voie du bien-être de l'humanité, ou bien est-ce qu'on a inventé toute une série de règles et de jeux, une espèce de monopoly, de mécanos extraordinaires dans lesquels, en fin de compte, on est pris dans les pièces et incapable de revenir à un bien-être simple, mais pour la majorité des gens, voilà. On avait justement mis en place une émission spéciale concernant ce sujet il y a à peu près 2 ans. Hein, et à l'époque, on avait souligné qu'il y avait plus ou moins 11 à 12%, c'est énorme, hein, de la population qui vit en dessous, qui vivait, parce que le chiffre a augmenté depuis, qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Et je vous remercie d'avoir effleuré le sujet. Et lorsque l'on parle de 11 à 12%, je me souviens que dans les années 73, 73, lorsque l'on disait qu'il y avait 10% de personnes au chômage, tout le monde trouvait ça effrayant. Ici, on parle de personnes qui n'arrivent pas à clôturer les fins de mois et qui, malheureusement, repoussent les soins de première nécessité simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et c'est un cercle vicieux. Je vous remercie d'avoir écrit ce livre qui est tout à fait d'actualité et qui, à mon sens, a une route bien longue devant lui. Qu'a été le retour, je dirais, avez-vous eu un retour politique ou un retour de personnes concernées par le sujet? Il est traité à la manière d'une farce sociale. Donc, ce n'est pas un pamphlet politique, ce n'est pas non plus du Zola, je ne me permettrai pas, voilà, c'est vraiment une farce sociale, mais qui montre de manière, avec un projecteur dessus, ce qui est occupé aujourd'hui à vraiment enfler, mais vu d'une manière décalée. Donc, il n'y a pas eu de retour politique, mais le livre a bien circulé. J'en ai eu des retours vraiment de gens qui l'ont beaucoup aimé et à 2 niveaux. Il y en a qui ont aimé le côté comédie, le côté rire qu'il y a dedans, sans s'intéresser de trop à la gravité du propos. Et puis, il y en a d'autres qui ont fait le mélange des deux et qui l'ont vraiment pris pour un livre qui comptait pour eux. Et j'en ai été profondément touché. C'est comme ça d'ailleurs qu'un producteur belge, Jean-Luc Van Damme, m'a téléphoné après avoir lu le roman. Hein, donc il n'était même pas question d'une adaptation, en me disant on se rencontre, je voudrais faire quelque chose, et le chemin est actuellement occupé à avancer dans ce sens.
Manuel Verland, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Là, nous allons devoir vous laisser. Je vois que mon confrère prend sa place pour nous présenter son émission classique et une superbe émission entre nous qui nous fait apprendre pas mal de choses que j'ignorais également. La vie des musiciens et qui n'est pas rose actuellement non plus. Alors, place à la musique. Merci infiniment d'avoir accepté de déborder un peu sur le temps qui nous est imparti. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que l'on va se rencontrer bientôt et pouvoir réitérer cette discussion. C'est vrai qu'on a été un peu dans tous les sens, mais c'est toujours un plaisir. Et puis, intellectuellement également de vous écouter parce que vos propos sont vraiment intéressants et humains. À bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai été très touché. Merci.